Salut, c'est Nicolas des Routes de la Transition. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir son vélo pour qu'il soit au plus près de nos besoins. Aujourd'hui, sujet grave, nous allons choisir notre vélo. Et oui, c'est un sujet important, parce que nous sommes bien trop nombreux à choisir un vélo non pas en fonction de nos besoins, mais plutôt en fonction de ce qu'on trouve. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous allons répondre dans cette vidéo à une liste de questions qu'il est important de se poser pour pouvoir choisir le vélo le plus adapté à ses besoins. Et nous verrons notamment que choisir un vélo, c'est surtout une histoire de compromis, car il n'y a aucun vélo qui sera excellent dans tous les domaines que vous souhaitez aborder avec celui-ci. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de trouver le meilleur vélo pour vous, pour votre pratique. N'oubliez pas qu'il est également possible d'avoir 2 ou 3 vélos suivant les pratiques que l'on vise, puisque un vélo ne peut pas être excellent en tout, donc pourquoi pas avoir 2 vélos pour 2 pratiques différentes. Première question, la pratique. Et oui, parce que l'important c'est de savoir pourquoi on veut un vélo. Est-ce que c'est pour aller au travail? Est-ce que c'est pour voyager? Pour faire du VTT? C'est une question importante parce que c'est elle qui va diriger le type de vélo qu'on va choisir. En effet, un VTT n'est pas forcément idéal si on veut aller au travail et que le chemin pour aller au travail c'est surtout de la route. Parce que le VTT, il est fait pour rouler sur des chemins qui sont un peu cabossés ou avec de la boue, des chemins très difficiles avec peu d'adhérence. Donc, on lui installe des gros pneus avec des gros crampons pour qu'il puisse adhérer sur ces chemins compliqués. Et donc, si vous roulez avec ce type de vélo sur une route bien plate, bien bitumée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les pneus qui sont faits pour accrocher au sol vont effectivement accrocher à la route et ça va être très compliqué pour vous de faire avancer ce vélo-là qui, du coup, n'est pas fait pour ça. Donc, dans un premier temps, la pratique, est-ce qu'on veut un vélo de voyage, un vélo du quotidien, un vélo utilitaire, un VTT, ou une autre pratique encore? C'est la première question qu'il faut se poser. Puisqu'on parle souvent de voyage sur les routes de la transition, on va maintenant s'attaquer plus précisément à ce sujet-là. Donc, si on souhaite un vélo de voyage, eh bien, il va falloir préciser quel type de voyage on veut faire, et cette précision va nous indiquer quel type de vélo de voyage on va choisir. Par rapport au type de voyage que l'on souhaite, il faut surtout s'interroger sur sa pratique. Si on n'a jamais fait de voyage à vélo, c'est toujours un petit peu compliqué de définir sa pratique du voyage, mais l'important, c'est de vous dire qu'est-ce que vous préférez, comment vous voyez le voyage à vélo. Est-ce que vous le voyez plutôt chargé lourd, c'est-à-dire en autonomie complète par exemple, avec du chargement à l'avant et à l'arrière, l'alimentation, la tente, le duvet, pour être autonome en bivouac? Ou est-ce que vous voyez ça plutôt léger, donc on voyage avec le minimum et puis on va par exemple dormir dans des B&B ou chez des amis. Et donc là, on a besoin d'un vélo avec seulement le minimum pour voyager, un petit peu d'alimentation et quelques vêtements de rechange. Donc c'est pas le même type de voyage et c'est pas le même type de vélo pour ces voyages-là. Bien évidemment, vous pouvez, avec n'importe quel vélo, faire tous les types de voyages, mais au niveau des performances, et quand je dis performance, ce n'est pas uniquement faire un chrono, c'est surtout quelle va être la facilité avec laquelle vous allez faire le même nombre de kilomètres. C'est comme ça que je définis le mot performance dans le voyage. C'est la notion de facilité d'avancer, tout simplement. Et donc, si vous voulez faire un voyage léger, mais que vous orientez vers un vélo lourd avec tout l'équipement qu'il faut pour pouvoir charger à l'avant et à l'arrière, eh bien ce sera pas la façon la plus simple de le faire. Vous pourrez le faire, mais ce sera pas le plus facile. Donc une fois qu'on a décidé, est-ce qu'on veut voyager avec beaucoup de chargement ou pas, on peut aussi se demander, est-ce qu'on veut voyager rapidement ou lentement? Cette question-là, ce n'est pas uniquement par rapport à la vitesse, mais aussi par rapport au nombre de kilomètres qu'on veut faire par jour. Parce qu'on peut rouler vite, mais peu de kilomètres. On peut rouler lentement, mais beaucoup de kilomètres. Donc, si vous voulez faire entre 80 et 100 km par jour, ce qui commence à être vraiment pas mal, dans ce cas, il faut peut-être chercher à être sur un vélo plus confortable, ou alors plus rapide. Comme je le dis souvent, le vélo, c'est une histoire de compromis. Donc, si vous voulez un vélo rapide et léger, il y a peu de chances qu'il soit aussi confortable. Et c'est bien ça, la plus grande difficulté quand on choisit un vélo, c'est de trouver le meilleur compromis. Pour décider de votre façon de voyager, ne vous laissez pas forcément influencer par ce qu'il se fait aujourd'hui ou ce que les autres pensent de la meilleure façon de voyager. L'important c'est vous, comment vous voyez votre façon de voyager. Je dis ça notamment par rapport aux matériaux du cadre, parce que souvent on dit, voilà, un vélo de voyage c'est un cadre en acier, point. Mais en fait, pas forcément, parce que ça dépend de la façon dont vous souhaitez voyager et comment vous voyez la chose. Un cadre en acier, effectivement, il est plus confortable qu'un cadre en aluminium, par exemple. Pourquoi il est plus confortable? Eh bien,
parce qu'il va se déformer en fonction des chocs qu'il va y avoir sur la route. C'est le cadre qui va prendre ces chocs pour vous éviter à vous de les prendre. Donc il va se déformer dès qu'il va y avoir une difficulté sur la route. Et dans ce cas, vous allez avoir l'impression de rouler sur des amortisseurs naturels, qui est du coup le matériau du cadre, l'acier. En revanche, comme on l'a vu juste avant, si votre façon de voyager c'est rapide et léger, peut-être que vous allez plutôt vous orienter vers un matériau en aluminium, puisque l'aluminium est plus léger que l'acier. Il est plus léger et plus rigide. Donc la rigidité, c'est important pour la performance, c'est-à-dire que pour le même coup de pédale, vous allez avoir plus de puissance transmise à la transmission avec un cadre en alu qu'avec un cadre en acier. Et donc là, la performance, elle n'est pas importante pour le chrono, puisqu'on parle de voyage, mais bien pour la facilité de faire le même nombre de kilomètres. Donc, si vous souhaitez voyager léger et rapide, orientez-vous sans doute plutôt vers un cadre en aluminium qu'un cadre en acier. Maintenant, si vous ne souhaitez avoir qu'un seul vélo, mais que vous souhaitez avoir la possibilité de faire à la fois du voyage léger et rapide, mais aussi du voyage plus long, avec un petit peu plus d'affaires, plus de confort, et du coup un voyage plus chargé, orientez-vous vers un vélo qui ait sur le cadre toutes les possibilités pour pouvoir installer des porte-bagages, ce qui rend facile l'installation des porte-bagages, mais aussi le fait de les enlever. Ce qui fait que si vous prenez un vélo par exemple de type fitness avec tous les œillets pour porte-bagages et garde-boue, eh bien vous pouvez facilement installer des porte-bagages et rendre ce vélo adapté au voyage lourd et chargé. Mais si vous enlevez tout ça, vous avez un vélo qui est plutôt adapté au voyage léger et dans ce cas, vous pouvez faire les deux avec le même vélo. Maintenant, quelle va être la fréquence d'utilisation du vélo? Est-ce que c'est un vélo que vous souhaitez avoir pour des balades occasionnelles? Est-ce que ça va être pour le quotidien? Est-ce que ça va être uniquement pour des voyages longs mais ponctuels? C'est une question importante parce que ça va définir aussi quel type de vélo vous devez choisir. Un vélo du quotidien, ce qu'on va lui demander, c'est d'être simple, efficace et peut-être aussi la question de l'entretien qui doit être réduit et de la fiabilité qui doit être plus importante. Pourquoi c'est important? Parce qu'un vélo du quotidien, si vous n'en avez qu'un et que vous en avez besoin par exemple pour aller travailler, faire vos courses, s'il lui arrive un problème mécanique, le lendemain vous pouvez plus l'utiliser. Donc il faut que ce soit simple à réparer, simple à entretenir et facile. Là aussi, si vous souhaitez un vélo qui doit faire le tour du monde, il vous faudra quelque chose là aussi de simple, efficace, avec un entretien réduit, mais aussi pensez à pouvoir trouver des pièces de rechange un peu partout. Donc là, il faut réfléchir vraiment à l'aspect simplicité. Si vous voulez voyager en Europe, il n'y aura pas de problème pour tout ce qui est frein à disque hydraulique ou dernière technologie au niveau du vélo. En revanche, si vous allez autour du monde, il faudra peut-être privilégier plutôt le freinage à patins, le freinage à câble, parce qu'il existe aussi des freins à disque à câble, donc ce qu'on appelle des freins à disque mécaniques, qui seront plus facilement réparables dans n'importe quel pays du monde que des freins à disque hydrauliques. Maintenant, on va parler position sur le vélo. Quelle est la position que vous souhaitez avoir en étant assis sur le vélo? Beaucoup de personnes me demandent des vélos où on est assis droit dessus, un peu comme une position sur un vélo hollandais. C'est-à-dire qu'on a le dos bien droit par rapport à la selle. Donc ça peut être intéressant quand on est sur un vélo de ville, donc sur une utilisation quotidienne ou ponctuelle, mais sur une courte distance. C'est intéressant parce que vous êtes assis bien droit, donc vous avez la tête plus haute, vous pouvez voir plus loin, vous êtes aussi confortable sur une selle bien molle, c'est presque comme sur un fauteuil, donc sur de la courte distance, c'est intéressant. En revanche, pour du voyage, c'est pas forcément l'idéal, parce que sur du voyage, on va être plus longtemps assis sur le vélo, donc on aura une plus grande possibilité de rencontrer des chocs sur la route, et dans ce cas, si vous êtes assis droit sur le vélo, les chocs de la route, vous les prenez directement dans la colonne vertébrale. Et donc, au niveau confort, c'est pas forcément idéal. Pour du voyage, l'idéal, c'est d'avoir une position avec le dos orienté à 45 degrés par rapport à la verticale. Mais quand je parle d'usage ville ou voyage, c'est la même chose pour n'importe quel usage. Définissez votre position d'abord en fonction du confort que vous souhaitez, mais surtout aussi par rapport à la distance que vous allez faire sur ce vélo. Parce que si c'est un vélo du quotidien à usage ville, mais que vous avez beaucoup de kilomètres à faire dans la journée, privilégiez quand même une position à 45 degrés plutôt qu'une position droite. Puisqu'on est sur l'aspect position, la deuxième question importante par rapport à la position, c'est quel type de manette et de poste de pilotage vous souhaitez avoir. Il y a deux types de postes de pilotage en vélo, c'est le type, on va dire VTT, VTC, donc un cintre ou un guidon plat, et le type course, qui est comme par exemple sur les coureurs du Tour de France. Donc là, il y a une différence profonde entre les deux, donc les manettes ne sont pas les mêmes évidemment, mais c'est surtout par rapport au design du cintre. Donc un cintre plat, vous avez les manettes de vitesse et de frein qui sont au même niveau
que la fin de la potence. En revanche, sur un guidon course, les manettes de vitesse et de frein sont un petit peu plus loin que la fin de la potence. Ce qui fait que vous allez devoir aller les chercher un petit peu plus loin et donc vous pencher un petit peu plus pour pouvoir passer les vitesses ou freiner. Donc c'est quelque chose à prendre en considération quand on choisit son vélo, notamment par rapport à sa longueur, à la longueur du cadre. Donc ça, on y reviendra par rapport à la taille du vélo, mais la longueur du cadre doit être bien prise en compte quand on veut une position course. Si on se base par exemple sur le vélo qu'on a actuellement et qui est en position VTC, ce sera peut-être pas forcément la même longueur, ou en tout cas pas la même longueur de potence pour qu'on ait une position équivalente. Alors, j'en ai parlé rapidement sur la question de la position, mais maintenant vient la question de la taille. Et oui, quelle taille de vélo prendre pour moi? Quelle est la meilleure taille de vélo adaptée à mon gabarit? C'est une question qui est sous-estimée la plupart du temps, parce que moi, on me demande très souvent, voilà, je fais 1m80, je voudrais un vélo. Pour moi, c'est pas suffisant, la taille du pilote, pour se donner une idée de la taille du vélo. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce que on n'a pas tous la même façon de faire 1m80. Vous avez des gens qui vont avoir des grandes jambes et des petits bras, ou l'inverse, et du coup ça va pas donner la même chose sur un vélo. Parce que si vous avez des grandes jambes et des petits bras, et que vous prenez un vélo pour une personne moyenne d'1m80, qu'est-ce qui va se passer? Vos jambes, ça ira, il n'y aura pas de souci, peut-être qu'il faudra relever un petit peu la selle, mais il n'y aura pas de problème. En revanche, par rapport à la longueur du cadre, là vous allez avoir des soucis, notamment si vous voulez un vélo avec un guidon course, vous allez avoir du mal à aller chercher les commandes, et là il faudra vraiment vous pencher énormément pour pouvoir freiner ou passer les vitesses. Donc, pour choisir un vélo à votre taille, il faut mesurer l'entrejambe, le torse et les bras. Ces trois mesures vous donneront la taille de vélo idéale. Il y a pas mal de logiciels pour mesurer la taille de vélo adaptée à ses besoins. Je vous mettrai un lien dans la description pour que ce soit facile pour vous. Sachez que le calcul, on va dire simple et dans la moyenne, c'est mesurer son entrejambe et multiplier cette mesure en centimètres par un coefficient qui est de 0,66 pour une taille de vélo cyclotourisme. Et multiplier cette longueur en centimètres par 0,56 si vous souhaitez un vélo de route. Donc les vélos de route, la position est un peu différente du vélo de cyclotourisme puisque on est un petit peu plus penché par rapport à l'aérodynamisme et à la puissance qu'on veut obtenir. Donc c'est pas tout à fait les mêmes tailles qu'on va rechercher pour un vélo de route ou un autre type de vélo. Pour rester sur la question de la taille, on va préciser un petit peu ça si vous souhaitez une position course. Parce que là, du coup, il va falloir peut-être faire des choix en fonction de votre gabarit par rapport à la taille du cadre. Moi, je préfère privilégier la longueur par rapport à la hauteur, parce que la longueur, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas une fois que vous avez votre cadre. Alors que la hauteur, vous pouvez toujours monter la selle. La longueur, la seule chose que vous pouvez faire, c'est diminuer la longueur de potence. Mais il y a un moment où vous allez arriver au niveau du cadre et vous pourrez plus diminuer cette longueur. Donc, si vous avez des bras plus petits que la moyenne, privilégiez une longueur en dessous de la taille qu'il vous faudrait en théorie pour pouvoir attraper les commandes de vitesse et de frein route. Donc dans ce cas, puisque vous avez choisi la taille de cadre inférieure à ce qu'il vous faudrait normalement, vous allez devoir monter la selle plus que ce qu'il faudrait dans la moyenne de ce cadre. Et donc là, l'idée pour rattraper un peu ça, ce serait de mettre une potence qui soit orientée vers le haut, donc par exemple à 45 degrés, ce qui fait que vous allez avoir le cintre un petit peu plus haut que si la potence était droite, et donc ça va rattraper un petit peu le fait d'avoir levé la selle. À ce moment-là, vous aurez un vélo qui sera à votre taille en longueur, un petit peu moins en hauteur, mais vous aurez levé la selle, donc ça ira. Et pour rattraper ça, le cintre, vous l'aurez relevé grâce à la potence, et donc vous serez confortablement assis sur ce vélo. Alors maintenant, on a une idée à peu près précise du vélo qui va être adapté à nos besoins. Mais il reste encore quelques notions à préciser. Par exemple, quel type de terrain est-ce que je vais rencontrer le plus souvent? Est-ce que ça va être de la route goudronnée? Est-ce que ça va être de la piste, du sentier, de la forêt, du terrain escarpé, avec beaucoup de cailloux, de la boue? Bref, quel type de terrain vais-je rencontrer le plus souvent? Et j'insiste bien là-dessus, sur le plus souvent, parce que là, ce que va définir la réponse à cette question, c'est les pneumatiques. Et du coup, vous ne pourrez pas avoir des pneus qui soient parfaits dans toutes les conditions. Les pneus, ils ont un usage principal. Pour le reste, on s'accommodera de la faiblesse relative de ce pneu, mais l'important, c'est qu'il soit performant sur le terrain rencontré
le plus souvent. Ça, c'est une question importante parce que si par exemple vous souhaitez un vélo de voyage rapide, mais que vous vous dites, peut-être que moi, de temps en temps, je vais rouler sur des sentiers un peu escarpés et donc je voudrais des gros pneus de largeur 50 mm pour pouvoir passer sur ces chemins-là. Et en fait, le problème que vous allez avoir, c'est que 90% du temps, vous serez sur de la route parce que c'est ce que vous souhaitez rouler vite et donc vous allez rencontrer des chemins faciles, bien goudronnés, mais sans aucune difficulté technique. Et ces pneus de 50 vont vous ralentir. Et donc ça risque un peu de vous frustrer par rapport aux 10% du temps où vous allez être sur des sentiers et là où ces pneus seront bien adaptés. Donc choisissez les pneus en fonction de votre usage principal. Si vous mettez des pneus de voyage par exemple qui sont avec une bande anti-crevaison assez épaisse, très légèrement de crampons, vous pourrez passer aussi sur des sentiers et ce seront des pneus performants sur la route. Donc votre usage principal, si c'est la route, prenez des pneus adaptés à cet usage et sur les chemins, si vous n'en faites pas souvent, normalement ça passera dessus sans souci. Le choix du pneu est aussi important par rapport au design du cadre, puisque tous les cadres ne peuvent pas prendre toutes les largeurs de pneus. Donc là, on va aller vers un point un petit peu plus technique pour savoir quelle largeur de pneu le cadre peut-il prendre. Donc vous avez différents types de cadres par rapport au type de freinage. Donc sur les cadres qui sont adaptés au freinage route, vous ne pourrez pas mettre une largeur de pneu très élevée. Ça pourra aller en moyenne jusqu'à 35 maximum parce que vous êtes limité par le design de l'étrier de frein lui-même. Donc là, sur frein route, vous ne pourrez pas mettre des pneus très larges. En revanche, si on reste sur du freinage à patins, vous avez un autre type de frein à patins qui s'appelle le frein V-brake, donc qui est rencontré le plus souvent sur des VTT ou des VTC. Et là, vous avez deux étriers de frein indépendants de chaque côté de la fourche. Le fait que ces étriers soient indépendants permet de mettre une largeur de pneu beaucoup plus large que sur un étrier route. Donc, avec ces freins-là, vous pouvez aller suffisamment large jusqu'à 50 ou 60 si vous le souhaitez. Maintenant, si on parle du cas de vélo prévu pour du freinage à disque, et bien là, vous n'êtes pas limité par le design de l'étrier, puisque l'étrier, lui, son objectif, c'est de se resserrer sur un disque. Donc la jante, lui, c'est pas son problème. Donc là, la mesure qu'il va falloir faire, c'est vérifier quel est l'espace disponible dans la fourche et à l'arrière dans le cadre pour pouvoir mettre les pneus de la taille souhaitée. Si l'on prend par exemple le cas du vélo fitness, qui est un vélo pour moi assez simple à transformer en vélo de voyage ou en n'importe quel type de vélo du quotidien, vélo utilitaire ou autre, il faut bien faire attention au design du cadre parce que il arrive que ces vélos-là soient vraiment très orientés performance et route et donc vous ne pourrez pas mettre des pneus plus larges que 28. Donc ça peut limiter la polyvalence du vélo si vous choisissez ce genre de cadre. Mais sur des cadres fitness prévus pour frein à disque, vous pourrez dans la majorité des cas installer des pneus d'au moins 35 mm et là ça donne déjà une polyvalence un petit peu plus élevée que sur des vélos fitness prévus pour frein route. Maintenant, restons sur le cas du voyage ou du vélo utilitaire. Et là, on va se poser la question, est-ce qu'on veut des porte-bagages à l'avant et à l'arrière, ou seulement à l'arrière, ou seulement à l'avant? C'est possible aussi. Là, si vous voulez des porte-bagages à l'avant et à l'arrière, le plus simple, c'est de choisir un cadre qui dispose des œillets. Donc c'est des endroits spécifiques sur le cadre prévus pour pouvoir visser des vis de fixation de porte-bagages. Et donc là, très simple, si vous avez tout ce qu'il faut sur le cadre, eh bien vous n'avez plus qu'à fixer le porte-bagages au niveau des vis de fixation. Donc si vous avez tous les œillets, c'est très simple. Si par contre vous avez déjà le vélo, mais que vous voulez l'adapter pour un usage spécifique comme le voyage ou l'utilitaire, que vous voulez mettre un porte-bagages à l'avant mais que vous n'avez pas les œillets sur la fourche pour pouvoir l'installer, sachez qu'il existe des porte-bagages dédiés à ce genre de vélo qui s'adaptent sur à peu près tous les types de fourches. Et donc là, vous n'êtes pas obligé de changer la fourche pour pouvoir installer un porte-bagages à l'avant. Mais si vous êtes sur le point d'acheter un cadre et que vous souhaitez mettre un porte-bagages à l'avant, préférez un cadre avec les œillets sur la fourche, ce sera plus simple et vous pourrez installer à peu près n'importe quel type de porte-bagages. Alors que si vous avez une fourche sans ces œillets-là, vous serez obligé de choisir des porte-bagages spécifiques pour ce type de fourche. Une fois qu'on a bien défini notre besoin et qu'on a filtré les types de vélos qui étaient adaptés à notre besoin, il nous reste 2 ou 3 solutions possibles pour répondre à notre besoin principal. Et là, peut-être que ce qui va nous aider à choisir, ce sera la question du budget, puisqu'on n'en a pas encore parlé, parce que pour moi, le budget doit être en lien direct avec le besoin et non pas diriger le besoin.
Si votre besoin, c'est un VTT semi-rigide pour de la compétition, mais que votre budget c'est 200 €, il va y avoir un problème. Donc définissez d'abord votre besoin et ensuite cherchez le budget adapté à ce besoin. La question du budget n'est pas rédhibitoire. Vous pourrez, une fois que vous avez dessiné votre vélo idéal et que vous vous êtes aperçu que c'était complètement hors budget, essayer de trouver des solutions, des alternatives pour pouvoir monter ou adapter un vélo à votre usage avec un budget moindre. Et je vais par exemple, pour illustrer ce cas-là, parler du vélo gravel. Le fameux vélo gravel. Qu'est-ce qu'un vélo gravel d'abord? Pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup et pourquoi est-ce à la mode en ce moment? Eh bien, c'est un vélo qui est très polyvalent parce que habituellement, c'est une géométrie de vélo de route, donc c'est un vélo qui est fait pour être assez rapide sur route, mais qui permet aussi de passer sur des chemins ou des sentiers de qualité quand même plutôt bonne. Donc le gravel, c'est un vélo qui est très polyvalent puisqu'il peut être bon sur route, mais aussi sur des chemins, en forêt ou des sentiers. Et c'est pour ça qu'il est très demandé et qu'il est très à la mode, c'est parce que c'est le vélo, on va dire, le plus polyvalent qu'on puisse trouver à l'heure actuelle. Il est moyennement bon à la fois sur route et sur chemin. Ce qui va être différent, par exemple, d'un VTT qui va être très bon sur des chemins escarpés, des endroits boueux, compliqués, mais par contre très mauvais sur route. Et le vélo de route, eh ben, c'est l'inverse. Il va être très très bon sur la route, sur des chemins vraiment de bonne qualité. En revanche, dès que vous le sortez des sentiers battus, c'est un petit peu plus compliqué. Vous pourrez y aller, mais ça va vous faire mal aux fesses. Mais du coup, le problème du vélo gravel, c'est que comme c'est un phénomène de mode, eh bien, les fabricants, souvent, augmentent beaucoup les prix par rapport à ces vélos-là. Donc, sur un vélo neuf, il est difficile d'en trouver à moins de 800 €. Maintenant, si vous souhaitez un vélo de type gravel, mais que votre budget, c'est 500 €, bah déjà, n'achetez pas neuf, première chose. Et ensuite, cherchez une solution alternative. Moi, je vais vous en présenter deux, qui sont mes solutions préférées et aussi les plus simples pour vous, pour avoir un vélo gravel à petit budget. La première solution, c'est de faire un vélo gravel à partir d'un VTT 26 pouces des années 90. Donc pourquoi cette solution? Eh bien parce que ce sont des vélos qui sont faits à la base pour passer sur des chemins un peu pourris. Et donc, si vous adaptez les pneus pour qu'ils soient plus mixtes, vous allez avoir un vélo qui est capable d'être bon à la fois sur route et sur des chemins. Pourquoi la solution du VTT 26 pouces est intéressante au niveau budget? Tout simplement, allez faire un tour sur Le Bon Coin, cherchez VTT 26 pouces, vous allez en avoir à partir de 50 € et ça va rarement au-dessus de 200 € pour un vélo complet dans une gamme moyenne. Une fois que vous avez cette base-là, il vous suffit de remplacer par exemple le cintre qui est en général un cintre plat par un cintre route si vous voulez vraiment le design gravel, de remplacer les pneus pour mettre des pneus un peu plus mixtes que des pneus VTT. Vous avez un VTT 26 pouces des années 90, vous avez changé le cintre, les commandes de vitesse et de frein, les pneus, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire sur ce type de vélo dans les grandes lignes pour pouvoir avoir un vélo gravel à 300 ou 400 € si vous le faites tout seul. Pour trouver des exemples de ces vélos-là et de particuliers qui les ont montés eux-mêmes, vous pouvez aller voir sur Facebook un groupe qui répertorie ces montages-là, c'est Gravel It Yourself. Vous allez voir pas mal d'exemples. Si vous avez des questions, vous avez aussi des gens qui sont très compétents dans le domaine pour vous y répondre. J'y suis notamment moi aussi pour répondre à certaines questions. Donc n'hésitez pas à aller voir ce groupe pour vous donner de l'inspiration et voir quel type de design ça peut donner. La deuxième solution pour un vélo gravel à petit budget, c'est de partir sur une base de vélo cyclocross. Donc pourquoi cette base-là? Parce que là, on a des cadres qui sont faits avec une géométrie plutôt route, mais pour pouvoir aller dans des chemins vraiment pourris, avec beaucoup de boue et des chemins un peu techniques. Ce sont des cadres routes qui ont un passage de roues assez large, ce qui fait que vous pouvez installer des pneus plus larges et donc avoir un vélo vraiment de type gravel. En général, les vélos de cyclocross, si vous en achetez un complet, il y a déjà le cintre et les commandes de route, le freinage adapté, donc il suffit de changer les pneus pour pouvoir avoir un vélo de type gravel polyvalent qui correspondra à vos besoins pour entre, on va dire, 500 et 600 €. C'est une solution un petit peu plus chère que le VTT 26 pouces, mais qui est un peu plus proche en termes de géométrie du vélo gravel que le VTT 26 pouces. Votre équipement à vous sur le vélo, c'est une question importante qui est liée à votre pratique
et au type de vélo que vous choisissez. Ce que j'entends par équipement, c'est surtout, par exemple, les vêtements de pluie, un casque si vous souhaitez en avoir un, des chaussures automatiques si vous voulez avoir des pédales automatiques, et par exemple des sacoches également. Donc cet équipement, c'est une question à prendre en compte parce que là aussi c'est un budget, et que si le budget que vous aviez en tête pour le vélo doit comprendre cet équipement, faites attention parce que l'équipement, par exemple en termes de sacoche, si vous souhaitez des sacoches performantes, imperméables, de grandes marques de type Ortlieb ou Vaude, il faut compter au moins 50 à 60 € la paire de sacoches dans les tarifs d'occasion. Donc c'est vraiment un budget pour moi à mettre à part de l'achat du vélo. Et si je parle de la question de l'équipement, c'est aussi pour vous aider à choisir le meilleur pour votre usage. Pour parler par exemple des équipements de pluie, là, de mon point de vue, il est plus efficace d'avoir un pantalon et une veste plutôt qu'un poncho, qui est un vêtement assez ample et assez large, qui finalement va être une prise au vent énorme et va beaucoup vous ralentir dans votre progression. Parce que souvent, quand il pleut, il y a un petit peu de vent aussi. Et donc là, avec une grosse prise au vent, ça va être vraiment galère pour vous. Tandis qu'avec un pantalon et une veste, l'avantage, c'est que vous êtes protégé sur tout votre corps. Et donc là, c'est plutôt intéressant. En revanche, il y a deux solutions dans l'équipement complet de pantalon et de veste. Vous avez les solutions à petit budget qui sont uniquement imperméable. Et donc là, c'est un peu comme si vous vous couvriez d'une couche de plastique. Il risque de faire très chaud dessous pour vous parce que ce n'est pas du tout respirant. Et du coup, voilà, la deuxième solution que moi je préconise, mais qui est un petit peu plus chère, c'est d'avoir des vêtements à la fois imperméables et respirants. Et là, vous pouvez vous orienter vers une matière reconnue pour ces propriétés-là, qui est le Gore-Tex, ce qui fait que vous serez sec à l'intérieur, mais aussi vous pourrez respirer plus facilement quand vous faites un effort, donc vous n'allez pas trop transpirer. Un dernier point sur l'équipement, c'est par rapport au casque. Donc si vous souhaitez vous équiper d'un casque, faites attention à une chose importante, c'est la durée de vie du casque, qui est en moyenne de 5 ans maximum. Donc si vous avez déjà un casque, mais qu'il date de quand vous aviez 10 ans, préférez en changer parce qu'il n'est plus du tout efficace. Pour terminer sur le choix du vélo, on va également parler de l'entretien. Pour l'entretien, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire simplement vous-même, mais pour ça, il vous faut de bons outils, à commencer par un multi-outil qui vous servira à la fois pour l'entretien, mais aussi à emmener dans vos voyages ou au quotidien en cas de problème pour pouvoir les régler facilement. Donc les multi-outils, il en existe beaucoup, et là, c'est un peu comme tout en vélo, il y en a des pas chers et des plus chers. En général, en vélo, ce qui est vraiment pas cher, c'est pas forcément de la bonne qualité, donc moi, je vous encourage à aller chercher des marques un petit peu plus reconnues pour pouvoir avoir une garantie de qualité. Et qu'est-ce qu'on attend d'un multi-outil ? C'est qu'il puisse faire l'entretien courant du vélo et les réparations les plus courantes. Sur un multi-outil, il vous faut de quoi démonter un pneu, de quoi dévisser toutes les différentes vis de votre vélo, donc avec des clés Allen ou des clés qu'on appelle Torx, donc des clés en étoile. Il vous faut également un dérive-chaîne. Donc ça, c'est un outil qui est utile pour pouvoir ouvrir la chaîne ou refermer un maillon en cas de souci. Donc il vous faut au moins ces outils-là sur votre multi-outil. Comme ça, vous serez tranquille, vous pourrez faire à la fois l'entretien et les réparations courantes. Et dans ce cas, vous n'aurez besoin d'un atelier mécanique uniquement pour les parties les plus techniques et les plus compliquées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté suffisamment d'informations pour pouvoir vous aider dans le choix de votre vélo. Si toutefois il y a des points qui ne vous semblent pas suffisamment précis ou que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je lis tous les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Et si je vois beaucoup de questions qui n'ont pas été traitées dans cette vidéo, j'en ferai une autre pour les traiter spécifiquement. N'hésitez pas à partager votre expérience sur des choix de vélo qui se sont bien passés pour vous ou au contraire qui se sont mal passés et pourquoi. C'est toujours intéressant d'échanger sur les erreurs des uns et des autres pour pouvoir ensuite s'améliorer. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook et aller voir mon site internet pour avoir toutes les dernières nouvelles, les dernières vidéos et être au courant de l'actualité de mon projet. À bientôt sur les routes de la transition.